Bonjour Gabriel Atanzio. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on vient d'entendre le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et ces mots sont extrêmement durs. Ce budget va tomber et s'il tombe, il n'y aura pas d'autre choix que de censurer. Ça veut dire que tous ces débats qui ont lieu là en ce moment où on se parle à l'Assemblée nationale, ils ne servent à rien. Tout ça est voué à l'échec ? Je sais pas. Et deux choses qui me sautent aux yeux, c'est certains des montants qui servent de ligne rouge à franchir ou pas franchir me surprennent un peu. On voit que le Parti socialiste a choisi de faire de son critère d'acceptation finalement un montant qui à l'échelle du budget retraite n'est pas colossal. Et aussi ce qui me préoccupe, c'est que nos débats aujourd'hui sont essentiellement centrés sur l'immédiat et au mépris du long terme. Voilà, c'est surtout ça. Vous pensez que le budget il est particulièrement court-termiste, c'est-à-dire que là on essaye de produire un budget qui va faire en sorte que l'Assemblée nationale et le gouvernement vont tenir un jour de plus, 2 jours de plus, mais qu'en aucun cas on se soucie de l'avenir de notre pays ? Ouais, sur l'équilibre politique, je ne pense pas ici avoir l'arrogance, l'outrecuidance de vous faire croire que je saurais quelles sont les raisons pour lesquelles tel groupe politique se prononce en faveur de telle chose ou telle chose. Mais du point de vue d'un citoyen qui est préoccupé par la question de l'intérêt du long terme et l'intérêt des gens que je sers à l'université, là par contre, il y a beaucoup à dire. Et il me semble que effectivement, la temporalité n'est pas du tout adaptée. Ce qui m'inquiète, c'est où est-ce que sera la France dans 10 ans, 15 ans ? Il y a la question de l'investissement, bien sûr, mais il y a surtout la question du service à la jeunesse. Aujourd'hui, il me semble que la France est un pays qui cherche avant tout à satisfaire les besoins immédiats de son corps électoral, qui est un peu plus âgé, et beaucoup moins se poser la question de comment aider à la pérennité de nos systèmes de redistribution, etc. etc. Alors c'est vrai que je voudrais déjà que l'on revienne sur ce qui s'est passé vendredi et samedi à l'Assemblée nationale, avant de parler de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés ont commencé l'examen de plus de 3500 amendements, c'est colossal, dont l'objectif est bien évidemment d'amender la copie du gouvernement, copie qui prévoit une trentaine de milliards d'euros d'économies, un déficit ramené à 4,7% du PIB. Est-ce que le budget tel qu'il a été présenté vous séduit ? J'ai l'impression que non, à entendre vos premières phrases. Non, absolument pas. Et j'espère pas vous décevoir en proposant de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à cela, parce que je pense que c'est la bonne grille de lecture. Moi, ma préoccupation, c'est de voir quelles sont les dépenses que l'on fait pour que l'État agisse, quelles sont les dépenses que l'on fait pour que l'État redistribue. Fondamentalement, l'État, c'est ça. Soit il s'agit de prendre à certains pour donner à d'autres, soit il s'agit de mettre en place des politiques publiques au travers de personnes comme moi et plein d'autres, évidemment, que ce soit celui qui tient la plume ou celui qui tient le fusil. Enfin, on pose cette question-là. Si on prend à l'échelle de la Ve République, en réalité, au tout début, dans les années 1960, pour chaque euro... nouveau franc, que l'on donnait à l'État, il y en avait 70 centimes qui allaient à l'action de l'État. Aujourd'hui, on est descendu à 39 centimes, d'après ce qui me semble être les meilleures estimations. Ça veut dire que plus de la moitié de ce que l'État fait, c'est du remboursement. Et ça me questionne, parce que ce n'est pas du tout le projet de la gauche historique. Je ne crois pas non plus que ce soit le projet de la droite gaulliste non plus. On a fait ce choix, en raison du vieillissement de la population, de privilégier donc, le remboursement, le transfert d'argent, et non pas tant l'action de l'État. Et c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est ce qui vous inquiète, c'est-à-dire c'est la façon dont on utilise l'argent aujourd'hui. C'est ça qui vous inquiète clairement. Ça m'inquiète parce que, en fait, c'est pas qu'une question partisane. Et je crois que si on le regarde en se disant que fait la droite, que fait la gauche, on ne comprend pas l'évolution de notre rapport à l'État. Je crois que droite comme gauche, on fait des arbitrages à la faveur du transfert de montants. Et non pas des arbitrages à la faveur de quel service peut nous aider, etc. etc. Je suis très inquiet. Je me doute bien, ayant la chance d'être dans cette belle maison du Figaro, j'ai un peu idée de qui peut nous entendre aujourd'hui. Un exemple qui m'inquiète, c'est que souvent on se dit, face au risque de gabegie budgétaire, on dépense trop, pourquoi pas davantage décentraliser ? Cette perspective me terrorise. Mon sentiment, c'est que la fonction publique d'État est faite de ces fonctionnaires qui sont très souvent estimés des Français et qui réalisent un travail qui est très facile à mesurer. Donc, évidemment, que ce soit la sécurité, que ce soit le soin ou que ce soit la culture, ma mission à moi, je pense que là, ça va. Mais si on met plus de moyens français vers la fonction publique territoriale, alors là, on va dans le mur. Parce que ce sont des fonctionnaires qui ont des rôles qui sont un tout petit peu différents et qui ne sont peut-être pas adaptés alors même que le monde se transforme avec l'IA. Donc, il ne faut pas forcément réduire le nombre de fonctionnaires. En tout cas, c'est votre théorie. Il faudrait plutôt réorienter la façon dont on utilise les fonctionnaires. Pas la fonction publique d'État, je pense que celle-là, elle va pas très bien et c'est un vrai problème, c'est-à-dire que ce sont des missions qui sont moins attirantes que d'autres. Ce qui m'inquiète sur la fonction publique territoriale, qui représente un vrai budget pour notre pays, c'est que en localisant le recrutement de celui qui va nous servir par l'intermédiaire de notre budget, en fait, on rentre dans des dynamiques qui peuvent parfois même être de la transaction électorale. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire là, mais ce n'est pas le cas. Il y a plein de fonctionnaires territoriaux qui sont indispensables. Évidemment, pas de caricature. Mais je sais que si l'on confie un budget éducatif, par exemple, à un maire, les préoccupations qu'un maire a
pour l'intérêt de sa commune ne seront pas tout à fait les mêmes préoccupations que pour une politique nationale d'éducation du pays tout entier. Et ça m'inquiète énormément. C'est-à-dire que je ne voudrais pas, par exemple, qu'un chef d'établissement choisisse précisément quel professeur est nécessaire ici ou ça, ou là, parce que là, les préoccupations ne seront pas tout à fait les mêmes. C'est pas vrai que quand on localise, on défend l'intérêt général, c'est peut-être parfois même l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes pour un État plus fort, mais des régions un peu moins fortes, c'est ça, si je comprends bien. C'est-à-dire que le pouvoir, vous n'êtes pas forcément favorable à ce qu'il soit entre les mains de communes, de collectivités, très clairement. Si le but est faire des économies, je pense qu'en réalité, la localisation des dépenses publiques, c'est une bonne stratégie pour montrer que ça marchera moins bien. On a une chance, quand même, je crois, dans l'histoire de notre pays, c'est que, et ça date même pas de la Révolution, c'est même plus ancien que ça, il y a un peu cette idée qu'on peut décider de grands projets que l'on fera aussi bien que possible, harmonieux partout dans le pays. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'éducation nationale, j'y crois encore. Mon sentiment, c'est qu'on est en train de la mettre à mal. On est en train de la mettre à mal parce que son budget est grévé en raison des arbitrages budgétaires à la faveur de nos proches retraités. Très évidemment. On va en parler. Voilà, on en parlera ensuite sans doute. Mais aussi, je crains que la mission d'enseignant n'attire pas. En gros, on est 26e mondiaux dans les dépenses éducatives et dans les résultats scolaires, on est 26e. Il n'y a pas tant de mystère de ce point de vue-là. Il faut absolument mettre le paquet sur l'école. C'est-à-dire que plus il y a de budget, forcément, plus les résultats sont meilleurs. En gros, c'est ça. Alors, c'est vrai, mais surtout, ça ne nous épargne pas de la nécessité de questionner ce qu'on y fait. On peut avoir une discussion sur les programmes, sur les méthodes, etc., mais il y a quand même encore un truc assez fou, c'est qu'on était 20e, on avait 20e résultats scolaires, on est 26e, on a les 26e résultats scolaires. Ça semble quand même corroborer depuis que moi je commence, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Je vois la chute, elle est liée quand même un petit peu aux moyens qu'on y accorde. Disons qu'il y a une logique, effectivement. Alors parlons justement de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale avec cette réforme des retraites, justement la suspension de la réforme des retraites qui sera au centre de toutes les attentions cette semaine, puisqu'elle sera débattue, bien évidemment, au Palais Bourbon. On ne va pas rappeler le contexte dans lequel Sébastien Lecornu a pris cette décision, mais c'est une bonne nouvelle, la suspension de la réforme des retraites, selon vous? C'est une petite nouvelle. C'est une petite nouvelle qui prend une place démesurée. Alors moi, je réfléchis avec le grand budget d'ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser la question, combien nous coûterait le déplacement de 64 à 62, etc., etc. Vous savez, les jeunes que je sers au quotidien, ils ne pensent pas du tout 60-62. Je suspecte que vous non plus. Non. Ils pensent 67. Et en fait, on est dans un moment... On pense même pas, d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, on ne pense même pas à retraite. Enfin, moi, j'ai grandi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a grandi tous dans une génération où on nous a dit, vous n'aurez pas de retraite, en fait. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vos élèves. Si, il peut y avoir ce fatalisme, c'est sûr et certain, mais moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'on a une discussion sur 62-64, alors qu'on sait très bien que ça ne concerne pas les vingtenaires. C'est comme d'hab, c'est une parole qu'on exclut d'emblée. Oui, les règles du jeu sont telles que celui qui voudra une retraite à niveau égal, en fait, devra travailler bien davantage par rapport à celui qui part maintenant. C'est la grande faillite, finalement, aujourd'hui, de tous les camps politiques, c'est de ne pas poser à la question de l'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire que d'autres pays ont su faire certains de ces réajustements-là, en se disant, en raison des déséquilibres démographiques, peut-être qu'il faudrait que cette génération, à cet instant T, pour T+30, il se fasse quelque chose à leur faveur, que l'on prenne un peu de l'argent que l'on consacre aujourd'hui et qu'on le donne à demain. Aujourd'hui, dans plein des façons de financer qu'à l'État, en réalité, le choix se fait à la faveur de l'immédiat et en trahissant la France de 2050. Donc c'est-à-dire que le système par répartition tel qu'il a été imaginé lors de l'après-guerre, aujourd'hui, il n'est plus tenable, c'est ça ? C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas en train de vous dire simplement il faut absolument que l'on capitalise plutôt que l'on répartit. C'est une question à laquelle on peut venir et qui mérite que l'on discute. On peut déjà se dire que beaucoup de Français pensent que c'est comme ça que le système fonctionne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de l'argent mis de côté qu'on retrouve plus tard. Le système par répartition a été conçu dans des paramètres très différents de ceux d'aujourd'hui. Alors on peut mettre la tête dans le sable et faire comme si ce n'était pas vrai. La vérité, c'est qu'au tout début, il y avait 4 personnes qui contribuaient pour une personne qui bénéficiait. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins et ça sera d'autant moins à l'avenir que notre natalité est très basse. Moi, ma préoccupation, c'est que quand bien même il s'agirait de faire fonctionner le système par répartition, vraiment, ce n'est pas complètement inconcevable, mais le prérequis à cela, ce serait que les vingtenaires, en âge de penser amour bébé, en fait, puissent le faire dans des conditions confortables. Aujourd'hui, en Ile-de-France, impossible. Enfin, ou tout du moins à Paris. C'est très, très difficile de se projeter. On entend souvent des gens qui se plaignent d'une génération qui serait peut-être moins dure au mal, moins volontaire dans le travail. Je ne le pense pas. Je pense surtout qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Certes, les prix immobiliers sont moins chers, mais l'accès au logement se fait avec des prix qui sont colossaux. Donc, que ce soit la question du logement, que ce soit la question de pouvoir se projeter à l'avenir, vous savez, je crois le comprendre vu de l'extérieur.
Une entreprise a du mal à concevoir son activité s'il n'a pas de visibilité sur les règles, sur sa santé financière à venir, etc. C'est ce qu'on demande aux couples aujourd'hui. Vous avez 20 ans, grand saut dans l'inconnu, allez-y. Je pense que c'est vraiment pas faire un bon pari et ça va continuer à affaiblir le pays. Alors c'est vrai que j'entends votre propos, mais alors on fait quoi exactement? C'est-à-dire que si on n'est plus capable de financer notre modèle social, notre système de retraite, comment fait-on pour faire en sorte que, à partir de 64, allez, soyons fous, 67 ans, on puisse vivre de notre retraite? Regardez, moi, qu'on se comprenne quand même là-dessus, parce que j'aimerais pas que l'on imagine qu'il s'agit pour moi de penser une catégorie qui nécessairement serait forcément celle qui est en tort. Moi, je regarde simplement une chose. Si vous me disiez, les vingtenaires épargnent pas mal et les soixantenaires, septuagénaires ont du mal à épargner, je tiendrais un discours très très différent, très très différent. Je regarderais, je me dirais simplement, bon, le capital, est-ce qu'on peut l'allouer de celui qui a vers celui qui a moins? Ça reste ma préoccupation. Là, il s'agit de défendre l'intérêt du pays et de notre belle équipe à l'avenir, de fait, aujourd'hui, 1 euro envoyé aujourd'hui par le système de retraite, il y en a 25 qui est épargné. On pourrait se dire, ça finance d'autres choses, etc. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ce qu'il faudrait surtout, c'est donner à ceux qui n'arrivent pas à épargner. Clairement, les vingtenaires. Et ça, c'est un problème. Ça me surprend qu'on ne puisse pas proposer un rééquilibrage à la lumière de ces indicateurs-là. C'est-à-dire que s'il y a un retraité qui n'arrive pas à épargner, il ne s'agit pas de lui prendre. Mais si on voit bien qu'il y a des personnes pour qui l'épargne est possible, comment se fait-il que c'est à sa seule liberté que l'on conditionne l'aide faite à la jeunesse? Donc il faudrait baisser les pensions de retraite aujourd'hui, c'est ça? Sans doute pas uniformément, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, les pensions de retraite ne sont pas simplement fonction de notre contribution. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. On a parfois, beaucoup de gens en tout cas, pensent que la ligne sur la fiche de paye qui dit cotisation couvre les retraites. Non, à 2 tiers seulement. Nous n'avons plus un système de retraite par répartition. Et c'est ça qu'il faut déjà discuter, je crois. Vous me disiez, capitalisation, répartition ou pas. Aujourd'hui, c'est par dette. C'est essentiellement par dette. Il y a différentes façons pour l'État de contribuer à combler le trou des retraites. Ça a été l'augmentation de la CSG, ça a été même de l'argent pris à la TVA, ce qu'on ne conçoit pas forcément toujours. Ça a été essentiellement un poids sur l'endettement des ministères, même régaliens, même le mien. Chaque fois que l'on met 1 euro dans l'école, il y a 27 centimes qui sortent pour financer l'école d'hier et non pas l'école d'aujourd'hui. La désaffection que l'on a aujourd'hui pour notre service, c'est un service qui, en fait, servit à l'équilibrage du système de retraite qu'on a sacralisé. C'est déjà ça de réussi, peut-être, on peut se dire, mais c'est arrivé au stade où aujourd'hui l'école française va mal aussi en cette raison-là. On n'est pas plus bête que d'autres. Le service public peut être très beau, il l'a été, il le sera encore, si on fait les bons choix. Et est-ce qu'on n'a pas le sentiment aussi de pointer du doigt un peu trop les retraités? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'entend beaucoup dans le débat aussi. Ça commence, il faut baisser les retraites. On parle même de boomers aujourd'hui, le boomer qui vivent bien. Vous savez, il y a même ces mèmes qui circulent sur les réseaux sociaux. On les voit danser sur le dos des plus jeunes qui sont en train de travailler. Bref, on a l'impression de culpabiliser aussi aujourd'hui ces personnes qui, en soi, n'ont rien volé. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé. Et aujourd'hui, ils méritent sans doute la retraite qu'ils perçoivent. Non, alors qu'on s'entende évidemment, s'il s'agit de faire l'examen des mérites personnels de tout un chacun, moi j'admire tous ceux qui nous ont amenés là où on en est. Mais c'est pas tant ça la question. La question c'est, mesurons la rentabilité de notre système par redistribution. Quand une personne qui aujourd'hui est à la retraite a pu cotiser, en général, elle a cotisé la moitié de ce qu'elle va toucher en prestations ensuite. C'est une moyenne, bien sûr, c'est pas vrai de tous, mais c'est ça, bien sûr. Pour ce qui est d'autres générations beaucoup plus jeunes, en réalité, on va être peut-être à l'équilibre. Et pour nos enfants, je crains que ce soit beaucoup moins en réalité. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à prendre à l'avenir pour financer le présent. Et c'est ça qui me préoccupe. Je ne crois pas que la France et même l'Europe a su prendre le virage de son vieillissement. De fait, on peut s'en réjouir qu'on soit capable de passer plus d'années au repos ensuite à la fin, etc. Mais on l'a un peu fait, en réalité, en tapant dans la caisse qui servirait à prévoir demain, que ce soit un monde avec IA, que ce soit un monde avec d'autres besoins, etc., etc. Voilà, je suis un peu inquiet là-dessus, c'est sûr. Et comment expliquez-vous qu'aucun parti ne s'intéresse véritablement à cette question? C'est-à-dire qu'on parle parfois de désindexer, vous savez, les retraites sur l'inflation. Aujourd'hui, ça a été plus ou moins oublié, on ne sait pas trop. On a l'impression que les politiques ne savent pas trop sur quelle jambe danser sur cette question-là. Vous savez, j'ai eu la chance de parler de ces questions-là. Alors, je n'avais pas prévu de le faire, mais je me suis retrouvé dans des moments un peu médiatisés où, en fait, je parlais à des députés et je me rends compte que même les chiffres ici dont on parle ne sont pas sus. Ce qui veut dire que la préoccupation de ceux à qui on a confié le portefeuille, leur préoccupation immédiate, c'est davantage l'équilibre politique, qui vote pour moi, quel est le bon slogan, etc. etc. Davantage que ça n'est de chercher un équilibre comptable et des investissements pour l'avenir. Ça m'inquiète. Comment expliquer cela? Écoutez, c'est une bonne question. Je ne suis pas à la place de ceux qui font de la politique aujourd'hui. Est-ce que ce sera peut-être une question électoraliste, hein. Je vous pose cette question brute de décoffrage. Voilà, parce qu'il y a 18 millions de retraités en France aujourd'hui. C'est une catégorie de population qui vote beaucoup, qui vote d'ailleurs le plus. Est-ce que c'est pour cette raison aussi qu'aucun parti politique n'ose s'y attaquer, très clairement?
clairement. Mais attendez, je crois aussi surtout que ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on leur comprend pas ce qu'ils achètent. C'est-à-dire que moi, je crois que nos concitoyens septuagénaires, en fait, si on leur présentait les choses un petit peu différemment, ils pourraient comprendre les arbitrages que l'on fait. Cette idée qu'ils sont forcément dans la défense de ce qui leur revient ne me convient pas. Parce que, regardez, prenons la question de la justice, qui à mon avis est très au-delà du clivage politique gauche-droite. On a envie que la justice française soit plus rapide. On n'a pas forcément envie d'attendre 3 ans avant que la meurtrière d'une jeune enfant soit enfin jugée et qu'on puisse prononcer quelque chose qui était nécessaire à la paix même de la famille de Lola. Bon, on a envie que la justice marche mieux. Vous savez, si on discute aujourd'hui du 1,5 milliard qui est discuté à l'Assemblée nationale, ce 1,5 milliard, si nous disions à nos concitoyens retraités, ce 1,5 milliard, on vous l'enlève. On vous l'enlève, on vous l'enlève. Mais en clair, pour vous, c'est une baisse de 0,3% de votre prestation. 0,3% de la prestation des retraites, 407 milliards, 1,5 milliard, ça représente 0,3% de baisse de votre prestation. 1,5 milliard si on le met à la justice. Eh ben, on pourra changer beaucoup de choses. On pourrait faire en sorte que les tribunaux, les conseillers prud'homaux deviennent des juges professionnels, par exemple. C'est une idée parmi d'autres. Mais on pourrait accélérer la justice. On pourrait recruter davantage de gens qui sont capables de nous aider à vivre dans une société qui sera un peu plus en sécurité. Si vous dites à nos amis retraités, on baisse vos pensions et en échange, on vous fait une France qui est un peu plus sûre, je suis persuadé que tout le monde l'achèterait comme on achète un abonnement Netflix. C'est vraiment ce genre de montant dont on parle. Tout le monde en a envie. Il faut absolument que l'on réfléchisse à ça et qu'on se dise, vous pouvez acheter une école qui marche mieux. Vous pouvez acheter ça, etc. Plutôt que de simplement mettre de côté et défendre les siens, ce qui est nécessaire, mais il faut penser ensemble. Merci beaucoup, Gabriel Lattanzion. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir été avec nous dans Point de vue.